Cette vidéo n'aura aucun rapport avec les mangas, voilà, c'est dit, c'est fait, donc si vous n'êtes là que pour les mangas, bah, il n'y a pas de souci, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne. Je fais cette vidéo parce qu'il y a longtemps, j'avais déjà fait 2 vidéos qui vous racontaient des anecdotes de ma vie, donc des choses un petit peu rigolotes ou pas, qui me sont arrivées. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça vous a beaucoup plu, je suis retourné sur ces vidéos, j'ai lu les commentaires et vraiment beaucoup de gens me disaient on en veut d'autres, etc. Donc, vu que j'ai fait beaucoup de vidéos ces dernières semaines, et surtout j'ai fait beaucoup de vidéos très longues, qui m'ont un peu vidé, j'ai envie de dire, voilà, j'avais envie de faire une vidéo vraiment détente, sans prise de tête entre guillemets. Voilà, donc aujourd'hui je vais à nouveau vous raconter 3 anecdotes, des choses qu'elles soient rigolotes ou cocasses, c'est cocasse. Voilà, donc j'ai mon petit whisky ici, je vous invite à aller chercher un petit truc à boire éventuellement. Je vais vous raconter 3 anecdotes, 3 choses qui me sont arrivées dans ma vie, comme ça vous pourrez vous moquer de moi. Alors la première anecdote que j'ai choisie, donc, et je précise s'il le fallait, évidemment, tout ce que je vais vous raconter c'est vrai, hein, je n'invente rien. Alors bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein, je suis pas allé marcher sur la lune, mais voilà. La première anecdote donc que je voudrais vous raconter, c'est l'anecdote que j'appellerais des 2 €. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, dans cette histoire, il faut remonter au milieu des années 2000, donc 2005 en gros, de mémoire. À l'époque, j'habitais encore en France, c'était avant mon départ en Angleterre, et j'habitais encore à Perpignan, tout le monde descend. Voilà, et j'avais mon tout petit appart en centre-ville, qui n'était pas tip-top, notamment parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans la rue, etc. Bon bref, l'homme qui a choisi d'habiter au-dessus d'une boîte de nuit. Allez comprendre. Mais on s'en fout, c'est pas le but de l'histoire, c'est juste pour vous donner un petit peu le contexte. Donc j'habitais à Perpignan, et puis un de mes potes qui habitait encore dans la région à l'époque, un pote d'université, un soir me propose, bah tiens on va aller faire un billard. À l'époque, il y avait un petit peu en dehors de la ville, il y avait un grand complexe, un grand cinéma de 10 ou 12 salles, je sais plus, des restaurants, et puis c'était assez nouveau, ils avaient construit une espèce de grande salle de jeu, si vous voulez, avec voilà, des baby-foot, des jeux vidéo, je crois qu'il y avait un bowling ou quelque chose comme ça, enfin, vous voyez le genre d'endroit, et plusieurs tables de billard. Pourquoi pas, bon je suis archi nul au billard, mais bon voilà, bah, ça se refuse pas quoi. Donc on y va, on arrive assez tôt en début de soirée, je sais pas, 20h30, 21h, quelque chose comme ça, donc l'endroit est pas du tout bondé ni quoi que ce soit, pas beaucoup de gens d'ailleurs. Et puis les tables de billard, il y en avait 2 ou 3, et au moment où on est arrivé, il y avait encore plusieurs tables libres, donc on choisit notre table de billard et puis on se met à jouer tranquille, rien que tous les deux, voilà. On ne demande pas notre reste. La soirée avance, donc lui comme moi on est très mauvais, mais on s'en fout, on est là que pour jouer, on n'a pas du tout un esprit compétitif, donc c'est bah, on joue pour s'amuser jusqu'à ce que la partie se termine. Pendant qu'on est en train de jouer, bah, de plus en plus de gens arrivent dans cet endroit, dans cette grande salle de jeu. Et puis donc bah, les tables de billard deviennent occupées tour à tour. Donc on arrive à un moment, il n'y a plus de table de billard libre pour l'instant, et le système qui était mis en place de manière tacite là-bas, c'était pour attendre son tour et entre guillemets pour réserver une table de billard qui était déjà occupée, eh bien vous mettiez une pièce de 2 € sur la table de billard, et puis vous attendiez assis à côté de la table, ça voulait dire que vous avez réservé cette table et que quand les joueurs auront terminé, eh ben ça sera de fait à vous de jouer.
et une petite lampée de whisky s'impose. Ah, alors, nous on joue tranquille, puis il y a un groupe de, je sais pas, 3-4 jeunes hommes qui arrivent, qui mettent une pièce de 2 € sur notre table, et qui s'assient à des tabourets vraiment à côté de la table, et donc ils vont attendre qu'on ait fini de jouer nous, pour à leur tour jouer. Bon, tout à fait normal, aucun problème. Nous on continue à jouer, et comme je le disais, on est nul, donc qui dit nul dit que notre partie s'éternise. Et puis, non seulement on est nul, mais on se fout de nous-mêmes en fait, c'est-à-dire qu'on est nul et on le sait, donc ça nous fait rire en fait. Et puis, au bout d'un moment, je commence à avoir une drôle d'impression, c'est que un des jeunes hommes de ce groupe qui attend nous regarde un peu avec insistance, un regard un peu pas forcément très sympathique, mais je me dis bon bah c'est peut-être voilà, j'ai une tendance à être parano naturellement, donc c'est peut-être dans ma tête. Voilà. Il nous regarde juste en train de jouer parce qu'il veut être sûr de pas se faire piquer sa place. Ah oui, je précise que moi à l'époque, donc c'était 2005, donc j'avais 25-26 ans, un truc comme ça. Et ces jeunes hommes, je pense qu'ils étaient un peu plus jeunes que nous, ça avait l'air d'être des jeunes étudiants à tout casser, donc je dirais entre peut-être la vingtaine à tout casser. Quoi. Donc nous on continue à jouer, on continue à être mauvais, on continue à rigoler, à se moquer de nous-mêmes. Et puis au bout d'un moment, le jeune homme dont j'avais l'impression qu'il nous regardait de manière un peu étrange, d'un seul coup il se lève de son tabouret et il vient se planter devant moi, mais vraiment à 30 cm de mon visage, et il me dit « Tu veux te battre ?» Et là j'ai tellement été... c'est tellement sorti de nulle part, en fait, dans mon cerveau. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'une situation comme ça, quand vous êtes confronté à une situation que vous n'avez pas vu venir, mais du tout. Moi, en tout cas, quand ça m'arrive, je sais jamais quoi dire, je sais jamais comment réagir. Et donc, je suis vraiment paralysé, je suis stupéfait, en fait, de surprise. Et je dis, mais non. Voilà, la seule réponse qui m'est venue, parce que j'étais vraiment... j'étais incrédule, et il me fait « Ok ». Et puis là, il commence à rassembler les quelques billes de billard qui nous restaient sur notre table. Donc en gros, il nous éjecte de notre propre partie, en fait, alors qu'on n'avait pas terminé. Moi, j'étais vraiment, encore une fois... pétrifié de stupéfaction, je comprenais pas du tout ce qui était en train de se passer. Et mon pote, lui, qui est beaucoup moins, candide que moi, il est allé se planter devant le mec en question, et c'est pas passé loin du tout que ça finisse en castagne. Et donc en fait, l'histoire derrière tout ça, c'est parce que ce mec, ce jeune homme, ce faquin, ce maraud, pensait qu'en fait, qu'à chaque fois que nous on rigolait entre nous, moi et mon pote, il pensait qu'on se foutait de lui en fait, et qu'on faisait traîner notre partie volontairement pour le faire chier, en fait. Ce qui était mais absolument pas le cas. Et donc, mon pote était à deux doigts de lui exploser sa race, ce qui aurait pas été nécessairement une mauvaise chose, mais en fait les potes de ce mec sont venus voir mon pote et lui ont dit calmement, lui ont expliqué la situation et lui ont dit en gros laisse tomber, il fait tout le temps ça, il cherche tout le temps des histoires aux gens, chaque fois qu'on sort, etc. Voilà, donc c'est avec mon pote ce qu'on a baptisé le 2 €. Donc à chaque fois qu'on veut faire une référence à un jeune blanc-bec qui a 2 de QI et qui cherche la merde, bienvenue sur Twitter, on appelle ça un 2 €. Attention, encore un 2 € qui arrive. Voilà, donc maintenant, vous pourrez utiliser cette expression, pardon,
quand vous avez quelqu'un qui vous emmerde sans aucune raison, vous pourrez l'appeler un 2 euros. Voilà, je vous donne l'expression. Voilà, donc c'était assez surréaliste en fait, hein, parce que évidemment, imaginez que vous sortez, vous n'êtes pas alcoolisé, vous cherchez la merde à personne, vous êtes en train de jouer au billard tranquille avec votre pote, puis un truc comme ça arrive. Ça, c'est très, vous vous dites quand même, la connerie humaine n'a pas de limite, quoi. C'est, tu as beau être dans ton coin, t'emmerdes personne, il y a tout le temps un Jackie pour venir foutre la merde. Voilà, c'était ma première anecdote, un petit peu rigolote, et je reprends une lampée de bon whisky. Voilà. Deuxième anecdote, alors, c'est pas vraiment une anecdote, enfin si c'est une anecdote sans en être une, je sais pas, ça sera à vous de juger, mais... Alors c'est quelque chose, je pense que j'en ai vaguement déjà parlé sur la chaîne, à droite à gauche, principalement dans des lives, je pense que c'est sorti forcément à un moment donné, mais je pense pas que je suis vraiment entré dans le détail. Et en tout cas, bah, j'espère que je me répéterai pas du coup, et si c'est le cas, bah tant pis. Et si c'est le cas, vous pourrez zapper directement à la troisième anecdote, ou vous pourrez quitter la vidéo si ça vous gonfle. J'ai bossé pendant quelques mois dans une boîte de nuit, bar qui faisait aussi boîte de nuit, qui faisait restaurant, mais je bossais pas dans la partie restaurant. Et ça reste à ce jour ma pire expérience de travail. C'était en 2000, alors l'année exacte je ne saurais plus vous dire, mais c'était aux alentours de 2007-2008, quelque chose comme ça. À l'époque j'étais en Angleterre, donc je travaillais comme assistant de français dans un collège et dans un lycée, dans la région de Newcastle, donc au nord-est de l'Angleterre. Et vu que j'étais assistant dans une école, et ben l'été, quand l'école était fermée, bah, je ne travaillais plus, mais plus du tout, c'est-à-dire que j'avais pas aucun revenu. Alors les premières années, vu que j'ai fait ça 4 ans, les premières années, l'été, donc à partir de juin, juillet, août, septembre, je revenais en France, je passais l'été en France, gros été en France, et puis je repartais en Angleterre. Mais la dernière année, j'avais pas du tout envie de revenir en France, parce que moi, bah, j'étais bien en Angleterre, et puis bah, je m'étais dit, bah, après tout, si je peux trouver un boulot pour l'été, un truc temporaire, pourquoi pas essayer de rester en Angleterre, quoi. Ça me ferait économiser un billet d'avion, et puis au moins, bah, je resterai plus longtemps en Angleterre. J'aurais pas une coupure de 3-4 mois comme ça au milieu. Donc je me suis dit, bah, quel est le boulot qui est le plus susceptible d'être facile à choper, vu qu'en Angleterre évidemment il y a des pubs tous les 5 mètres, et ben je vais balancer des CV dans tous les pubs de Newcastle. Donc quand je dis qu'il y en a un tous les 5 mètres, c'est à peine exagéré. Les pubs sont très fréquents en Angleterre, surtout si vous habitez dans une grande ville comme Newcastle. Donc voilà, je balance des CV, je précise que j'ai aucune expérience dans la restauration, etc. J'ai jamais bossé dans un bar, dans une boîte de nuit, j'ai 0 expérience. Mais connaissant un petit peu, comment dire, le panorama des bars à Newcastle, etc., je me dis, bon, je pense en plus c'est une ville universitaire, il y a quand même bonne chance que je trouve quelque chose. Et effectivement, il est temps de boire. Effectivement, très vite, je reçois une réponse d'un des bars que j'avais contacté, qui s'appelait à l'époque The Living Room, et qui donc qui était assez grand, qui faisait, c'était dans le centre-ville de Newcastle, qui faisait bar, on va dire, au rez-de-chaussée. Au fond du bar, vous aviez toute une partie vraiment restaurant, et au sous-sol, vous aviez une partie bar qui était quand même très orientée boîte de nuit. Donc il y avait un DJ qui venait, la musique à fond la caisse, etc. Donc j'y vais, et puis je passe un entretien, et puis bah, je suis engagé très vite, hein, vraiment mais vraiment ça se fait en un éclair, peut-être le jour même ou le lendemain, je sais plus, j'ai une réponse, ça va très vite, à ma grande surprise. Donc bah, je suis assez content parce que je me dis bah, c'est cool, ça va pas être génial comme boulot forcément, mais au moins ça me permet de rester en Angleterre, de pas repartir en France, tatati tatata.
je savais pas où je mettais les pieds. Donc j'ai été engagé comme bar back. Il n'y a pas vraiment de traduction littérale en fait, c'est assistant barman si vous voulez. Et en gros mon boulot c'était plus ou moins esclave des barmen, c'est-à-dire je devais faire tout ce qu'ils me disaient de faire. Donc moi je n'étais pas du tout, évidemment, je ne m'occupais pas de servir à boire, je ne m'occupais pas de faire les cocktails, etc. parce que j'avais aucune expérience, c'était pas du tout ça mon boulot. Mon boulot c'était en grande partie de ramasser les verres vides sur les tables, de faire en sorte que les tables soient toujours, dès que les gens se cassent d'une table, bah, la nettoyer tout de suite, pour qu'elle puisse être occupée à nouveau. Ces verres, les ramener dans les lave-vaisselle, une fois que le lave-vaisselle a fini de tourner, remettre les verres là où ils appartiennent, plein de types différents de verres, etc. Quand le barman m'envoie la réserve, il me demande il faut une nouvelle bouteille de vodka, il faut une nouvelle bouteille de whisky, etc. Voilà. Donc c'était un travail épuisant physiquement. Je travaillais que le soir, donc c'était par exemple de 20h à 3-4h du matin. Parce qu'une fois que les derniers clients partaient, je sais pas, vers 2h du matin quand ça fermait, il fallait encore rester au moins 1 heure pour tout nettoyer. Donc pas que les tables, laver par terre, enfin c'était vraiment... évidemment, vu que c'est un bar où on sert à boire, de la nourriture, etc., il y a un code de l'hygiène à respecter, donc c'est vraiment draconien. Donc c'est pas juste passer un coup de chiffon, faut que tout soit, faut tout briquer, etc. Et puis bah il est 3-4h du matin à ce moment-là. Et vous, ça fait 6 heures que vous êtes debout, quoi. Voilà, donc je tire mon chapeau à tous les gens qui travaillent dans la restauration, dans le milieu des bars, des boîtes de nuit, etc. Je pense que les gens qui n'ont jamais travaillé dans ce milieu ne se rendent pas compte à quel point c'est à la fois épuisant physiquement et à la fois, comme c'est un métier extrêmement ingrat, parce que vous êtes vraiment traité comme, pardon de l'expression, mais la dernière des merdes, à la fois par les clients et par vos supérieurs. Voilà, donc j'ai notamment un souvenir, je pense que je n'oublierai jamais, c'est que un jour, bah évidemment ça arrivait de temps en temps qu'il y ait des gens, des clients qui ne savaient pas, comment dire, ne savaient pas gérer leur alcool, donc bah, ça finissait en gerboulade par terre dans le bar. Donc évidemment, qui c'est qui devait aller nettoyer le vomi par terre? C'est Bibi. Voilà. Donc là, t'es content, quoi. Tu essayes toi-même de ne pas gerbouler en faisant ça. Voilà, puis tu es payé une misère, hein, évidemment. C'est, je sais pas, c'est 10 € de l'heure, un truc comme ça. Donc c'était un petit peu l'enfer sur terre. Bon, j'exagère volontairement, mais voilà. Donc j'ai fait ça et je raconte tout ça. Vous vous dites pourquoi? Bah oui, moi aussi je bosse dans un bar. Qu'est-ce qu'il veut, papy? Il va nous lâcher les sockets. Non, je raconte juste ça, c'est parce que je pense que ça peut potentiellement surprendre pas mal de gens de savoir que j'ai fait ça, parce que je pense que l'image qu'on peut avoir de moi au travers de mes vidéos est assez éloignée de quelqu'un qui a travaillé dans le milieu de la nuit, dans les bars, les boîtes de nuit, etc. Et du coup, c'est un peu rigolo, je trouve. Et moi-même, je suis assez content quelque part d'avoir fait ça, parce que j'étais tellement complètement hors de ma zone de confort, hein, je pense que c'est assez évident. Le fait de faire un boulot comme ça, mais d'une grande ingratitude, très très physique, payé de misère, que tu bosses la nuit, donc j'étais complètement décalé. Donc le temps de rentrer chez moi, en plus pour économiser de l'argent, je rentrais chez moi très souvent à pied, et j'habitais, pour rentrer du bar à chez moi, il fallait compter au minimum une demi-heure à pied. Donc je rentrais chez moi, le temps de rentrer chez moi il devait être 5h du matin. Bah, c'est le genre de truc, je ferais jamais ça aujourd'hui à mon grand âge avancé, hors de question. Et quand je pense que j'ai fait ça, je suis un petit peu fier de moi, parce que je me dis, c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Notamment rentrer chez soi à pied comme ça pour économiser, je sais pas, 15 balles de taxi. Parce qu'évidemment à cette heure-là, il y avait plus de bus qui circulaient. Et voilà, donc pour moi c'est une petite fierté d'avoir fait ça pendant, je sais pas, pendant 3 mois. Je me dis voilà,
j'ai vraiment fait un travail 100% manuel, très dur, la nuit, très mal payé, etc. Et du coup, souvent cette expérience en fait m'a été bénéfique parce que notamment quand je travaillais encore chez Nintendo et il y avait des jours où j'étais vraiment au bout du rouleau psychologiquement, ce souvenir m'a souvent sauvé la mise en fait, parce que je me suis dit ok, là en ce moment tu fais ce boulot dans un bureau, c'est chiant, tu prends aucun plaisir, c'est ultra répétitif, etc. Mais repense au boulot que tu as fait dans ce bar, dans cette boîte de nuit, tu bossais la nuit, tu puais la sueur, tu étais debout, tu pouvais pas t'asseoir 5 minutes pendant 6 heures d'affilée, etc. Voilà, tu as fait tout ça. Donc en comparaison, le boulot que tu as aujourd'hui dans un bureau climatisé, avec accès internet, etc., c'est quand même, c'est incomparable quoi la différence. Alors bon, ça n'excuse pas d'avoir un boulot qui ne nous plaît pas pour autant, mais tout ça, je trouve que c'est intéressant de faire l'expérience d'un boulot vraiment ingrat à tous les niveaux. Il n'y a quasiment aucun aspect positif, mais finalement, quelque part, d'arriver à en tirer une leçon en fait pour l'avenir. Voilà, donc c'était mon anecdote de quand j'ai bossé dans un bar, une boîte de nuit. Enfin, dernière anecdote, ça y est, j'arrive plus à parler, mais ce qui fait effet. Petite histoire pour la fois où j'ai été le plus malade de ma vie, et ça aurait pu mal finir. Il faut remonter en 2006, je pense. Alors, pour remettre un petit peu dans la chronologie, suite à mes études à l'université à Perpignan, donc études d'anglais, je suis parti 1 an en Angleterre pour bosser en tant qu'assistant français, et puis au bout d'1 an, voilà, en principe c'est quelque chose qu'on fait qu'1 an, ça sert d'expérience, et puis voilà, en principe on fait pas plus qu'1 an, 2 ans grand max. Et puis, au bout d'1 an, je reviens en France, et là je me dis, bon ça y est, c'est bon, j'ai mes diplômes, j'ai fini mes études, j'ai mon expérience d'Angleterre, c'est bon, je vais trouver un travail, voilà. J'imaginais pas que ça serait très difficile de trouver un travail, voilà. À l'époque, j'étais intéressé pour devenir soit bibliothécaire, soit documentaliste. Sauf que je ne savais pas, du haut de ma grande ignorance et innocence et candeur et bêtise, que même pour être documentaliste, eh bien, il faut passer un concours. Moi je pensais que avoir fait des hautes études littéraires, ça aurait suffi. Eh bien non, ma chère Micheline. Donc, comme je peux pas passer le concours parce que la date du concours est déjà passée et qu'en plus un concours ça se prépare, je me dis tant pis, je vais acheter un bouquin pour préparer le concours, et puis en attendant il faut bien que je trouve un travail de toute façon, donc je vais essayer de choper de travailler dans un lycée ou dans un collège en France pour aller bosser dans un CDI pour gagner de l'expérience et puis en parallèle préparer le concours. Donc je vous passe les détails. Je finis par décrocher un boulot d'assistant documentaliste dans un collège assez mal famé. L'année se passe de manière vraiment pas cool. Voilà, encore une fois c'est un peu la zone. Il y a un peu des jackies partout dans cet établissement. Bref, l'année s'écoule, blablabla. Arrive la fin d'année, et là c'est la remise des livres scolaires qui appartiennent en fait à l'établissement. Donc chaque élève doit venir au collège un jour et un jour précis, une heure précise, pardon, pour rendre ses livres à l'établissement. Et je suis chargé de faire d'être là en fait et de collecter. Je suis placé dans une salle de cours, et puis les élèves à chaque heure, il y a des classes qui viennent, un flot ininterrompu, et moi j'ai une liste d'élèves et ils me rendent tous les livres. Je vous raconte ça parce que ça vous aidera à comprendre tout à l'heure. Je récupère les livres, donc je manipule des centaines et des centaines de livres, et puis
l'année scolaire s'achève. Voilà, je suis remercié. Bonjour messieurs, dames, rentrez chez vous. Donc ça, c'est au tout début de l'été, donc. Et je commence à me sentir mal, physiquement. Pendant quelques jours, donc je viens juste de finir de bosser. Il fait déjà très chaud dehors, puisqu'on est dans le sud, à Perpignan. Et je me sens mal. Je me sens mal, j'ai des maux de tête. Je me sens patraque. Et puis j'ai l'impression que j'ai un peu de fièvre. Mais je me dis, bon bah j'ai chopé, pas la grippe, mais quelque chose de similaire. Pas besoin d'aller au médecin, ça va passer quoi. 2, 3, 4 jours se passent et ça se va pas mieux du tout, c'est de pire en pire. Et je me retrouve un dimanche à me dire mais ça va vraiment pas quoi. Je me sens très très faible, j'ai ma tête qui va exploser. Voilà, donc je me sens vraiment pas bien du tout. Et bien sûr c'est un dimanche. Et puis je vois que dans ma main, alors je regarde parce que je sais pas si je le vois encore, non ça se voit plus. Bref, dans la paume de ma main, je sais plus laquelle, la main droite ou la main gauche, j'ai une espèce de boule qui est apparue, très très visible. Je me dis, ah, je suis peut-être en train de me transformer en Hulk, donc va peut-être falloir aller voir un médecin. Donc, vu qu'on est un dimanche, et ben forcément il faut chercher un médecin de garde. Donc je finis par en trouver un, pas très très loin de chez moi, donc j'y vais à pied parce que impossible de conduire dans mon état. Donc j'y vais, je vais voir le médecin et je lui dis voilà, j'ai très très mal à la tête depuis plusieurs jours, j'ai l'impression que j'ai de la fièvre, ça va pas du tout, etc. Et puis j'ai cette boule dans la main. Quoi. Et donc il m'ausculte et puis il est vraiment perplexe, il fait ouais c'est bizarre, vous avez les symptômes de la varicelle, mais cette boule là dans la main, on dirait pas la varicelle. Donc là il commence à chercher dans ses livres de médecine, etc. Donc moi je me dis bon, bien joué la confiance envers ce médecin quoi. Et il me dit bon bah c'est probablement la varicelle, mais je peux pas confirmer, donc il faut que vous alliez aux urgences. Quoi. Voilà, un dimanche. Et je peux pas conduire. Donc, en sachant que les urgences sont en dehors de la ville. Quoi. Donc là, j'appelle ma mère qui habite à 70 km de Perpignan, enfin qui habitait à 70 km de Perpignan à l'époque, et je lui explique, je fais voilà, ça fait plusieurs jours que je suis malade, c'est de pire en pire, faut vraiment que j'aille aux urgences, je peux pas y aller, donc là, elle vient, donc j'attends encore une grosse heure, le temps qu'elle arrive, et puis elle m'emmène aux urgences. Donc là on arrive aux urgences, évidemment il faut attendre. Une fois que l'attente est terminée, je vois enfin l'interne de garde, ou je sais pas comment ça s'appelle, le mec qui est en charge de voir un peu tout le monde, quoi. Et donc je lui explique, je fais voilà, le médecin traitant pense que c'est la varicelle, mais il est pas sûr, tatati tata. Donc lui, il m'excuse, fait non, ça c'est pas la varicelle. Et il fait, mais bon, pour être sûr quand même, on va appeler le virologue, je sais pas, le spécialiste dans l'hôpital, de ce genre de problème. Donc, re-attente. Moi, je suis en train de décéder sur mon lit d'hôpital, quoi. Et puis, finalement, le mec en question, l'expert, arrive, il ouvre la porte, il me regarde, et il regarde ma main, il fait « Ah oui, ça c'est la varicelle, c'est sûr. » Voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai chopé la varicelle à l'âge adulte, puisque j'avais 26-27 ans. Ce qui peut être très grave, notamment chez les hommes. Et j'ai donc chopé la varicelle, a priori, c'est à peu près sûr, à cause de mon contact avec des gamins, et notamment avec le contact physique des bouquins. Vu que ça s'est passé quelques jours avant, je pense que c'est assez logique que ça vient de là, puisque la varicelle est quand même une maladie plutôt qui touche en principe les enfants, les ados, etc. Petit conseil, si vous chopez un jour la varicelle, je dis ça parce que j'ai connu quelqu'un qui avait fait cette erreur. Donc quand vous avez la varicelle, vous allez être couvert de pustules, c'est génial. Évitez à tout prix, alors je sais que ça va être très chiant, à plus forte raison en été, et croyez-moi je suis bien placé pour le savoir,
évitez au maximum le contact avec l'eau, donc les douches, les bains, etc. Alors je sais, ça veut dire que vous allez puer pendant plusieurs jours, mais si quand vous avez la varicelle et que vous avez tous ces pustules, vous prenez des douches, vous prenez des bains, vous allez retarder en fait le fait que toutes ces pustules vont sécher et vont tomber d'elles-mêmes. Parce que c'est comme ça que le virus se transmet en fait. Donc voilà, si vous avez un jour la varicelle, ou si vous connaissez quelqu'un qui a la varicelle, je peux vraiment donner ce conseil d'expérience. Tant pis, vous allez, encore une fois, vous allez puer pendant quelques jours, mais ne prenez pas de douche, voilà, ne vous lavez pas, quoi, je veux dire, parce que voilà, vous allez vraiment retarder ce processus de guérison. Et petite cerise sur le gâteau, une fois que, en gros, ça dure une dizaine de jours, on va dire, au bout d'une dizaine de jours, ça va quand même beaucoup mieux. Bon, les démangeaisons, c'est vrai, c'est un petit peu l'enfer, mais il faut vraiment lutter, surtout pour pas se gratter, évidemment, parce qu'après, ça reste des séquelles. Mais j'ai réussi dans l'ensemble à sauver les meubles, malgré les apparences. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, j'ai oublié. Ah oui, cerise sur le gâteau. Dans les semaines qui ont suivi mon rétablissement par rapport à la varicelle, j'avais une douleur à la hanche droite, sans aucune raison apparente. Donc j'avais vraiment une douleur persistante quand je marchais, etc. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis pas cogné et tout. J'avais vraiment l'impression que c'était dans l'os, en fait. Donc, une fois que j'étais bien guéri de la varicelle et que j'avais cette douleur quotidienne, donc je vais voir mon médecin traitant, et puis je lui dis, et puis je sais plus si c'est moi qui lui dis que j'ai eu la varicelle, ou si c'est lui qui me pose la question, j'en sais rien. Et là, il m'a appris, alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, donc ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre, c'est lui, c'est ce médecin qui m'a dit ça, donc après ça vaut ce que ça vaut, mais il m'avait raconté que c'est un symptôme possible de la post-varicelle, et non pas de la post-française, qu'en fait, quand vous avez la varicelle et que vous en sortez, en fait, le virus, en fait, va rester dans votre corps à vie, ce qui fait d'ailleurs que normalement, vous n'avez la varicelle dans votre vie qu'une seule fois, parce que du coup, le virus reste en vous et vous devenez donc de fait immunisé. Mais que ce virus, en fait, va remonter et va aller se loger, a priori, aux alentours du cerveau, quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est lui qui m'a dit ça, et en plus c'est un souvenir lointain, donc n'allez pas me citer un dictionnaire médical, s'il vous plaît, je suis pas en train de faire mon épisode d'urgence. Bref. Et donc il m'a raconté que dans ce processus où le virus se déplace dans le corps pour aller prendre sa place finale et là où il va rester pour le reste de votre vie, il m'a dit que c'est possible qu'en fait ce déplacement en fait provoque une inflammation au niveau des articulations et que donc c'était la raison pour laquelle j'avais cette douleur dans la hanche droite. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Et bien voilà, c'était 3 anecdotes qui n'intéresseront certainement pas grand monde, que vous n'aviez pas demandé, mais je me dis que c'est rigolo, je sais pas, ça peut vous faire sourire, ça vous apprend des choses sur moi, comme vous savez très bien, je suis très, très égocentrique, n'est-ce pas? Voilà, vidéo détente. Et puis écoutez, éventuellement, si une fois de temps en temps, vous aimeriez avoir ce genre de vidéo très très relax, vidéo s'ouvrir, eh bien n'hésitez pas à me le faire. Ah, vidéo bip, on a entendu un vidéo bip de Discord. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous voudriez une fois de temps en temps ce genre de vidéo sur la chaîne pour changer, voilà, pour égayer vos journées, vos soirées et pour pouvoir vous moquer de moi. Voilà, bande de mécréants. Voilà, et bien écoutez, moi je vais finir mon whisky tout en faisant le montage de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas. Et puis écoutez, le mot aujourd'hui pour me prouver que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme ça je peux voir un peu les fidèles de chez Fidèle. Le mot sera Malibu, M-A-L-I-B-U, Malibu. À vous d'être créatif
et de faire des phrases avec le mot Malibu. Voilà. Allez, bande de sacripants. Ciao, à bientôt.